Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler des stéatopathies métaboliques. Alors, mon plan, ça va être, on va définir déjà ce que c'est qu'une stéatopathie métabolique, les causes, la fréquence, la démarche diagnostique, parce que vous êtes au cœur de la démarche diagnostique et la biologie fait partie des éléments diagnostiques et de pronostic, la gravité et la prise en charge. Alors, il faut savoir que la première description de la NASH a été faite en 1980 par Ludwig, qui est un anapathe américain. La fréquence, c'est une pathologie qui est très fréquente. Aux alentours de 25% de la population mondiale est atteinte de cette pathologie. Il y a deux cadres nosologiques. Il y a la stéatose simple, il y a la stéatohépatite, qui est une vraie hépatite avec une évolution vers la cirrhose. Alors avant, on disait qu'il n'a qu'une stéatose, ce n'est pas grave. Vous allez voir que c'est réellement une hépatopathie qui peut être très grave, avec toutes les complications, et qui devrait être détectée et traitée. Alors juste un petit mot sur l'historique. Au départ, ça a été appelé stéatose non alcoolique parce que l'anapathe qui a décrit les premiers cas, 5 cas, a vu des lésions qui ressemblent à une stéatose alcoolique, mais chez des patients qui ne buvaient pas d'alcool. Et donc, il l'a défini par la négative. C'est une stéatose non alcoolique. Et après, on s'est rendu compte que ces malades-là font de la stéatose, pas parce qu'ils ne boivent pas d'alcool, mais parce qu'ils ont un syndrome métabolique. Et donc, la nomination a changé. Et actuellement, il y a quelques années, on appelait ça une stéatopathie métabolique, la NAFLD. Actuellement, la nomination a changé et on parle de MAFLD. Alors, c'est quoi cette MAFLD? C'est anciennement NASH ou NAFLD. Là, dès qu'on a la stéatose au niveau échographique ou scanographique ou IRM, dans un contexte de diabète ou d'obésité, on est autorisé à parler de MAFLD. Parce qu'avant, c'était un diagnostic d'exclusion. Il fallait exclure une stéatose alcoolique, il fallait exclure les stéatoses médicamenteuses pour parler de stéatopathie métabolique. Maintenant, avec cette nouvelle définition, à chaque fois que vous avez de la stéatose dans un cadre métabolique, que ce soit un diabète qui est évident ou une obésité, on peut parler de MAFLD. Alors, deux cadres nosologiques, comme l'a déjà décrit le professeur Brissot, on a dans 20% des cas la stéatohépatite, qui est une vraie hépatite. Vous avez la stéatose et vous avez l'inflammation, vous avez la ballonisation. La fibrose ne fait pas partie de la définition de la stéatohépatite, mais c'est un élément pronostique, c'est ce qu'on cherche, d'accord? Et puis vous avez des stéatoses sans inflammation, c'est la majorité des cas. Mais quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a une stéatose à l'échographie, vous ne pouvez pas faire la différence entre une stéatose simple et une stéatohépatite. Alors là, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a des stades de fibrose qui sont classés de F0 à F4, F0 étant un foie normal et F4 étant une cirrhose. Alors, quelle est la cause de cette stéatohépatite? Alors, en gros, c'est l'environnement, c'est l'alimentation qui est déséquilibrée, riche en lipides, l'inactivité physique, la sédentarité, et puis il y a un rôle aussi du microbiote intestinal qui fait qu'il y ait une prolifération des tissus adipeux et de l'insulinorésistance qui va apparaître avec une accumulation de triglycérides au niveau du foie. Alors, juste pour vous rappeler que ce qu'on stocke au niveau du foie, ce n'est pas que des lipides qu'on ingère. En fait, on fabrique des lipides au niveau du foie, ça s'appelle la lipogénèse, et aussi il y a un problème d'excrétion, d'oxydation et de resécrétion des lipides au niveau du foie quand on a une stéatohépatite. Alors, est-ce que c'est fréquent? Oui. Alors, la dernière méta-analyse qui a été faite en 2016, on retrouve 25% de prévalence de la stéatose dans le monde. L'Afrique, on est à 13%. Donc, avant, on disait qu'il y avait beaucoup de malnutrition. Actuellement, on est à 13% de stéatose. Donc, c'est une pathologie qui est très fréquente. Nous, on a mené, il y a 10 ans, une étude dans le service où on a trouvé un chiffre de 15% de stéatose chez les patients qui venaient au service des urgences. Alors, regardez ici, c'est une très belle étude qui a été publiée en 2020 qui parle de la répartition des étiologies des hépatopathies dans les pays, et notamment dans la région MENA et en Afrique. Et vous voyez, en Afrique actuellement, l'anaphyldie est aux alentours de 10% comme cause des hépatopathies chroniques.
à côté, bien sûr, des hépatopathies virales B et C. Alors, chez le diabétique, la prévalence est beaucoup plus importante, c'est aux alentours de 60%, et chez les obèses, quand vous avez un BMI de plus de 30, vous êtes à 75% de stéatose, et chez les patients qui nécessitent, par exemple, une chirurgie bariatrique, vous êtes aux alentours de 95%. Donc, c'est une pathologie extrêmement fréquente. Et donc, du coup, il est recommandé, et ça devrait vous intéresser, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui est diabétique, c'est une recommandation de la Société américaine de gastro-entérologie et des pathologies, à chaque fois que vous avez un diabète, vous devez détecter le marqueur de pronostic de la stéatohépatie qui est la fibrose, soit par une NFS, on va voir ce que c'est le NAFLD score, ou le FIB4. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous devez le faire à chaque fois que vous êtes devant un diabète. Même chose, quand vous avez une obésité, il faudrait faire la même chose, faire une échographie et rechercher la fibrose hépatique par les scores non invasifs. Alors, comment on fait le diagnostic des stéatohépatites? Alors, les circonstances du diagnostic pour nos cliniciens, c'est souvent l'augmentation des transaminases, un foie brillant hyperéchogène à l'échographie, ou rarement de l'insuffisance hépatique ou de l'hypertension portale. Alors, sur l'interrogatoire, bien sûr, on recherche d'autres causes de stéatose, notamment la stéatose alcoolique. Donc, on recherche la prise d'alcool excessive, plus de 30 grammes chez l'homme et 20 grammes chez la femme. Et, bien sûr, rechercher les médicaments qui sont stéatogènes, notamment ce qu'on connaît tous, les corticoïdes en chef de file. L'examen clinique, souvent, il est très pauvre. On a plus ou moins une hépatomégalie. Au départ, quand vous avez de la stéatose, vous n'avez pas de signe d'insuffisance hépatocellulaire ou d'hypertension portale. Et on va bien sûr rechercher les signes de dysmétabolie, la tension artérielle, le BMI, le tour de taille et les signes cliniques d'hyperglycémie. Alors, sur le plan biologique, j'ai mis sciemment la numération en premier, parce que quand vous avez une thrombopénie, c'est un signe d'hépatopathie avancée. On doit rechercher la macrocytose s'il y a un diagnostic différentiel avec l'alcool. Il y a une augmentation des transaminases, souvent GOT et GPT, mais souvent cette augmentation ne dépasse pas les 5 fois. Alors, si vous avez quelqu'un qui fait 1000 de transaminases, ce n'est pas une stéatopathie métabolique, il faut rechercher autre chose. D'accord? Il y a une augmentation aussi modérée parfois de la gamma-GT et de la phosphatase alcaline. Il faudrait rechercher, faire le bilan hypertriglycémie, la glycémie, l'HDL, l'AVS et la CRP. Et puis, bien sûr, rechercher d'autres causes qui seront susceptibles d'élever les transaminases, et notamment l'hépatite virale B et l'hépatite virale C. Alors, il y a le score de HOMA qu'on n'utilise pas pour poser le diagnostic, mais qui peut être utile dans des cas de suspicion de stéatohépatite chez des patients qui ne sont ni obèses ni diabétiques. Alors, je passe très rapidement sur les modalités radiologiques. Alors, la première modalité pour rechercher une stéatose, c'est une échographie. C'est quelque chose qu'on retrouve partout, c'est accessible, c'est sensible quand on a une stéatose de plus de 30%. Ça veut dire qu'une échographie normale ne peut pas exclure une stéatose hépatique. Scanner un peu plus sensible, mais il est irradiant. Et l'IRM, c'est l'examen de choix puisqu'il permet de détecter la stéatose à partir de 5-10 fois la normale. Alors, la biopsie hépatique, comme l'a dit le professeur Brissot, les indications se sont vraiment limitées actuellement, et notamment pour le diagnostic de stéatohépatite. Et ces indications sont essentiellement quand on a une incertitude du diagnostic. Donc, une fois que vous avez la stéatose, il faut aller évaluer le pronostic. Et le pronostic se joue, on l'a dit, sur la présence de fibrose. Et on a des méthodes non invasives. Au lieu de faire une biopsie du foie, on fait des marqueurs non invasifs, et notamment un fibroscan. Alors, le fibroscan, il a des seuils qui sont particuliers. Alors, 9,8 kPa pour une fibrose F2, 12 kPa pour une fibrose F3 et 16 kPa pour une fibrose F4. Alors, on attaque la biologie. Alors, les scores qui sont spécifiques pour la stéatohépatite ou la MAFLD, c'est le NAFLD Fibrosis Score. Alors, si vous faites
L'abréviation, ça s'appelle NFS, mais ce n'est pas la numération formule sanguine, c'est l'anapheldi fibrosis score. Alors, c'est fait de azate, alate, albumine, âge et BMI. Alors, c'est le premier test sanguin qui est spécifique à la NASH, parce que le FIB4, il a été fait initialement pour détecter la fibrose pour l'hépatite virale C. Alors, il y a deux seuils diagnostiques qu'il faudrait connaître. Moins 1,455, c'est pour exclure la fibrose, et plus de 0,67, c'est pour dire qu'il y a une fibrose avancée. C'est des scores qui sont gratuits, que vous pouvez télécharger partout et qui peuvent être très utiles pour détecter une fibrose. Ça veut dire qu'il y a une stéatose, mais non seulement il y a une stéatose, il y a une fibrose. Et quand il y a la fibrose, c'est qu'on est dans le cadre de la stéatohépatite qui peut évoluer vers la cirrhose. Le deuxième score, et qui, à mon sens, qui est le plus intéressant, qui est le plus important, c'est le FIB4. Et le FIB4, c'est un test qui est fait à base d'âge, azate, alate et plaquettes. Il a deux seuils diagnostiques qu'il faut reconnaître. Quand vous êtes à moins de 1,30, vous pouvez exclure avec aisance qu'il y a une fibrose avancée. Quand vous êtes au-delà de 2,67, vous pouvez dire qu'il y a une fibrose avancée avec 80% d'exactitude. Donc 30% des patients sont entre 1,30 et 2,67, mais à partir du chiffre de 1,30, vous pouvez recommander une consultation des pathologies pour voir est-ce qu'il y a une fibrose en utilisant d'autres marqueurs non invasifs. Alors il y a d'autres marqueurs non invasifs, mais là c'est les recommandations de la FEF dont parlait le professeur Brissot. Actuellement, les recommandations de la FEF, qui est la Société française d'études du foie, recommandent l'utilisation large de ce FIB4 pour détecter la fibrose, surtout quand vous avez une suspicion de NASH. Et là, vous avez les mêmes ceux qui ont été retenus. Moins de 1,30 permet d'affirmer l'absence d'hépatopathie chronique et au-delà de 2,67 permet d'affirmer la présence d'hépatopathie chronique ou de fibrose avancée. Alors, il y a d'autres marqueurs. L'ELF, qui est un score qui utilise des marqueurs qui coûtent de l'argent, qui coûtent beaucoup plus que le FIB4 ou la NFS, donc l'acide hyaluronique et le PET3NP. Ça a une bonne valeur diagnostique et il n'y a que 14% des patients qui sont dans la zone grise. Et puis vous avez le classique fibrotest qu'on a utilisé pour voir la fibrose. Là, c'est la validation du fibrotest dans... à ce moment-là, on l'appelait toujours la NASH, et je suis un des signataires de cette validation. C'est une étude qui a été faite, donc tout le monde connaît les marqueurs du fibrotest, et en fait, il a une surface sous la courbe qui est un peu moins bien que le FIB4, mais si on voit dans le détail, quand on fait la comparaison avec deux biopsies du foie, en fait, le fibrotest, il a une bonne valeur prédictive de la fibrose avancée. Et donc, les recommandations actuelles, que ce soit de l'ASLD ou de l'ISEL, c'est de demander des examens non invasifs. L'ASLD retient comme examen non invasif sérologique le FIB4 et la NFS, et l'ISEL, c'est la Société européenne d'études du foie, elle recommande la NFS, le FIB4, l'ELF ou le fibrotest. Mais moi, je pense que le meilleur test, qui est le moins coûteux, qui est très utile, c'est le FIB4. Alors, ça, c'est juste pour vous dire que quand vous avez une stéatose, la première chose, c'est de trouver la stéatose par de l'imagerie. Et une fois que vous avez sur l'imagerie de la stéatose, il faudrait absolument faire des marqueurs non invasifs. Là, vous avez les recommandations de la Société asiatique. Vous faites le FIB4, la NFS ou le fibrotest. Et si vous avez la suspicion d'une fibrose qui est avancée, à ce moment-là, il faudrait envoyer le patient chez le spécialiste pour voir s'il a besoin de faire une biopsie hépatique et pour démarrer le traitement. Alors ça, c'est ce qui est recommandé. Vous faites un calcul de FIB4 et je vous invite à le faire chez tous les patients qui sont obèses, tous les patients qui sont diabétiques. Ça ne coûte absolument rien. Vous avez l'âge du patient, vous avez l'azate, alate, vous avez ses plaquettes. Vous pouvez calculer. Si elle est à moins de 1,30, il n'y a pas de problème. S'il est au-delà de 1,30, vous envoyez le patient chez un hépatologue pour faire un deuxième test non invasif, que ce soit un fibrotest ou un fibroscan, et voir est-ce que c'est un malade qui a une maladie hépatique
chronique. Alors, la gravité de la stéatohépatite, et donc, je vais aller très vite sur ça. Alors, on l'a dit déjà, sur un foie normal, quand vous avez un syndrome métabolique, soit vous avez une évolution dans 80% vers une stéatose hépatique pure, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inflammation, qu'il n'y a pas de fibrose, qu'il n'y a pas de risque d'évolution vers la cirrhose, ou vous avez dans 20% une évolution vers la NASH, qui est une stéatohépatite. Et la stéatohépatite, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation, une évolution possible vers la fibrose, une évolution possible vers la cirrhose, avec toutes ces complications d'hypertension portale et d'hémorragie digestive et bien sûr d'insuffisance hépatocellulaire. Alors sur le plan pronostic, quand on a une stéatopathie non alcoolique, on le sait, il y a une baisse de la survie des patients qui ont une stéatopathie métabolique par rapport à la population générale et aussi une diminution de la survie des patients qui ont une NASH par rapport aux patients qui n'ont pas de NASH. Alors, quelle prise en charge? Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse pas beaucoup, mais je vais faire très rapidement, juste pour vous dire qu'il ne faut pas traiter juste les composantes du syndrome métabolique pour traiter la stéatohépatite. Ce n'est pas en traitant que le diabète et l'HTA que vous allez améliorer les choses. Une fois que la stéatopathie métabolique ou la MAFLD est là, elle devient autonome et il faut la traiter parfois de façon pharmacologique. Donc les moyens dont on dispose, c'est le changement de style de vie, les mesures hygiéno-diététiques, l'exercice physique, la lutte contre la sédentarité pour la perte de poids. Il y a des médicaments, vous allez le voir. On peut arriver jusqu'à la chirurgie bariatrique et dans les cas extrêmes, parce qu'il faut dire qu'actuellement, la deuxième cause de transplantation hépatique aux États-Unis, c'est le syndrome métabolique, c'est l'hépatopathie métabolique. Donc, juste pour le régime alimentaire, il faut diminuer de 500 à 1000 kilocalories par jour. Une perte pondérale de 7 à 10% est l'objectif. Et il faudrait la combiner avec l'augmentation de l'activité physique, 150 à 200 minutes par semaine d'activité physique modérée. Les exercices de résistance sont également efficaces et il faudrait insister sur la réduction de la sédentarité. Alors, quand vous avez une diminution de 5 fois du poids, vous avez une augmentation, une amélioration de la stéatose hépatique. Entre 7 et 10%, vous avez une amélioration de l'activité, ça veut dire une diminution de l'inflammation. Et à partir de 10% de diminution du poids, vous avez une amélioration de la fibrose. Alors, les médicaments qui servent pour le diabète ne marchent pas très bien sur la stéatohépatite. Metformine, il n'y a pas d'effet sur la NASH. On pense que ça peut avoir un bénéfice sur la survenue de CHC. La pioglitazone a été retirée du marché. Alors, il n'y a que la vitamine E actuellement, à la dose de 800 unités par jour, qui peut améliorer la stéatose d'inflammation, mais qui n'agit pas sur la fibrose. Et en plus, il y a des problèmes de sécurité, ce qui a un risque de cancer de prostate, d'hémorragie ou d'AVC. Il y a aussi les médicaments qu'on utilise quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui est aussi la chance pour les pathologues, quand il est aussi diabétique, on peut coordonner avec son diabétologue pour donner soit des analogues de récepteurs de GLP-1 ou des inhibiteurs de SGLT2 qui peuvent améliorer aussi la stéatose. Alors l'acide urso, ça ne marche pas, il y a une recommandation pour ça, donc il n'y a aucune amélioration histologique, il y a quelques améliorations biochimiques. Et il y a aussi la chirurgie bariatrique, on pourrait avoir comme traitement de la NASH. Vous voyez ici les recommandations de la HAS de 2009 où la stéatohépatite non alcoolique est une indication à la chirurgie bariatrique quand vous avez un IMC de plus de 40. Et dans les cas extrêmes, quand on arrive au stade de cirrhose, il n'y a plus que la transplantation hépatique qui répond aux mêmes critères, bien sûr, avec le score de MELD. Alors, la prise en charge de la stéatohépatite devrait être en accord entre hépatologistes, biologistes, endocrinologistes et diététiciens. Et en conclusion, la stéatopathie, vous avez vu que c'est très fréquent, c'est au moins 25% de la population mondiale. Il y a un nouveau cadre nosologique qui est la MAFLD actuellement, il faudrait privilégier ce terme-là, que c'est grave, ça peut évoluer vers une cirrhose et que vous avez un rôle primordial dans la détection
de cette pathologie, puisque à chaque fois que vous avez la possibilité d'avoir un bilan pour un diabétique ou pour un syndrome métabolique, calculez le FIB4 ou la NFS. Ça ne coûte absolument rien et ça pourrait donner une idée sur la gravité des lésions hépatiques, sur la fibrose hépatique et orienter le patient avant que la cirrhose arrive, avant que les complications de la cirrhose arrivent. Et je vous remercie.